Mes salutations à tous. Salutations à mes frères et sœurs congolais, africains et mes sœurs et frères du monde entier. Je voudrais juste réagir à une question qui m'a été posée par un monsieur qui suit souvent mes vidéos. Je parle souvent lingala. J'ai lui expliqué pourquoi est-ce que je parlais souvent lingala, parce que tous mes messages sont adressés plus aux Congolais. C'est parce que je fais une politique active et je suis un leader congolais qui est actuellement en difficulté, c'est-à-dire je suis hors de mon pays parce que j'ai mes idées, j'ai mes opinions qui ne concordent pas avec le pouvoir en place et je reste congolais. Et aussi, au moment si je sens que le gouvernement ou soit l'État congolais pose un acte, l'acte que je considère pouvant peut-être apporter une solution, je soutiens. Et si je trouve qu'il pose des actes qui ne concordent pas avec la Constitution, qui ne concordent pas avec la réalité démocratique, j'essaie d'hausser les tons pour dire ce que je pense. Alors aujourd'hui, il m'a posé la question concernant les conflits actuellement persistants entre Israël et l'Iran, et aussi essayer de donner ma position par rapport aux réactions unilatérales d'Israël selon les mots utilisés par certains leaders mondiaux concernant la protection, la sécurité d'Israël, en disant que l'Israël a le droit de se défendre et a le droit d'assurer sa défense face à un danger imminent. Vous savez, je suis un peu troublé parce que c'est comme un enfant, ton enfant toi, qui n'a pas raison totalement et qui est en train de se battre. Maintenant, toi, parent, tu es là. Tu vas chercher à savoir si l'enfant a raison pour défendre l'enfant. Tu vas chercher à intervenir pour défendre ton enfant parce que l'enfant n'a pas raison, mais tu devrais quand même défendre l'enfant pour attaquer la personne qui attaque ton enfant, qui a peut-être raison. Je dis non. Je suis dans l'optique de croire que je suis ce parent qui va toujours continuer à conseiller son enfant et lui dire ce que moi, parent, je pense, peut-être pour le prochain combat. Mais ces combats-là, je suis d'abord dans l'obligation de séparer et prendre mon enfant pour aller dire à mon enfant ce que je pense en tant que parent et savoir effectivement pourquoi est-ce que mon enfant se comporte ainsi. Et si je sens qu'il y a un problème déficit que je peux combler, je comblerai ces problèmes. C'est là où je voudrais intervenir maintenant pour dire que si j'ai la force d'intervenir, je vais intervenir pour que mon enfant ne se batte plus. Et je voudrais aussi intervenir pour que mon enfant puisse bénéficier, n'est-ce pas, d'une protection qui, du moins, s'il sent que, s'il estime qu'il est en insécurité. Je voudrais d'abord commencer par vous donner l'histoire. État Israël. Israël fut fondé en 1948. Vous savez l'histoire, comment est-ce que le peuple s'est reconstitué pour créer l'État Israël, l'État d'Israël en 1948. Mais il s'est passé une histoire. Et cette histoire, c'est ce qui impacte jusqu'aujourd'hui. C'est en 1995, il y a un monsieur, Yitzhak Rabin, qui était d'abord un militaire, qui a combattu, qui a défendu l'Israël. Souvenez-vous de la guerre de 6 jours, en 1967, si je m'abuse. Il était commandant. C'était lui, Yitzhak Rabin, le militaire, qui avait défendu Israël, comme certains veulent bien faire comprendre aujourd'hui qu'il défend Israël. Lui aussi, en tant que militaire, il a défendu Israël. Mais vous savez, dans cette approche belliqueuse, dans cette approche des combats, il y a un moment où on va réfléchir pour dire que nous avons opté pour la guerre. Est-ce qu'avons-nous trouvé solution par rapport à cette guerre? Parce qu'on va se retrouver face à un peuple affaibli, à un peuple qui n'a pas d'armes, à un peuple qui n'a pas de soutien. Mais ce peuple résiste depuis 1948. C'est-à-dire, je parle du peuple palestinien. C'était là où j'ai compris qu'il y a certains combats qui ne sont pas seulement gagnés par les armes,
mais par la détermination. Donc, on est faible, mais on est déterminé pour dire que nous allons continuer les combats jusqu'à ce que nous allons donner les derniers sangs, soit la dernière goutte. Je pense que c'est ça, nous sommes en face de ces peuples qui, à un certain moment, commençaient même à se donner la mort pour attaquer l'ennemi. Nous avons vu, il y a une période où on parlait des kamikazes. Il entre avec une ceinture, il s'expose avec les autres. Nous avons dit attention, c'est à lire qu'un peuple découragé, désespéré, qui va commencer à donner la mort aux autres, il préfère qu'il meure. En tout cas, moi j'aime trop la vie. Moi je ne peux pas tuer même une peau. Donc je ne peux pas tuer quelqu'un. Moi en tout cas, si vous me demandez d'aller me faire recruter dans l'armée, je ne saurais pas. Peut-être dans l'administration, mais dire que dans l'opération, aller tuer, je ne saurais pas. Je risque de dire à mon ennemi, attention, quitte là-bas, je vais bombarder. Vous voyez. Maintenant, moi-même, je vais me donner la mort pour atteindre mes ennemis. Alors, nous sommes arrivés à un niveau où on devrait trouver une solution. C'est ainsi que Jacques Rabin, Premier ministre, va conclure ce que nous appelons toujours l'accord d'Oslo. Et par rapport à cet accord d'Oslo, qui a été signé entre OLP, c'est-à-dire l'organisation de la Palestine, avec Yasser Arafat, ils ont signé. Ils avaient des points, 3 points. Sur les 3 points, il y avait d'abord la reconnaissance mutuelle, parce que l'Israël doit reconnaître la Palestine comme État, pour que la Palestine aussi reconnaisse l'Israël comme État. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Palestine, avant 1995, bien entendu, ne reconnaît pas l'Israël comme État. Premier point dans les rapports. Le deuxième point, c'était l'établissement d'un pouvoir autonome au niveau des Cisjordanie et Gaza. Il faudrait établir un pouvoir autonome. Et le troisième point, c'était justement rétablir les négociations pour la paix définitive. Voilà les 3 points qui constituaient, n'est-ce pas, l'accord d'Oslo. Mais il s'est posé un autre problème. Du côté israélien, il y avait ceux-là que nous appelons aujourd'hui des conservateurs, des extrémistes, des nationalistes. Pour eux, la Palestine ne doit pas exister. Donc faire exister la Palestine, c'est une façon de mettre en danger Israël. C'est-à-dire pour eux, ce groupe, la Palestine ne devrait pas exister. Et vous savez, si vous avez vos chiens méchants, les autres aussi en ont. Au niveau aussi des Palestiniens, il y a des chiens méchants. Vous prenez des groupements, Hamas, tout ça, tous ces gens-là. Quand je parle de ces chiens, je vais tout simplement aussi embominer les autres. Des Hezbollah, tous ces gens-là, des fous du roi, comment ils appellent, les djihadistes, tous ces gens-là, et aussi sont des extrémistes. Alors moi j'ai toujours dit qu'on ne peut pas laisser le temps aux extrémistes de parler, parce que les extrémistes ne savent pas dialoguer. Pour les extrémistes, la solution ne peut venir que de la guerre, de la violence. Or, c'est comme j'ai toujours dit que là où il y a la guerre, les gens meurent. Mais là où il y a le dialogue, les gens ne meurent pas. Donc moi je pense qu'il faut plus privilégier le dialogue que la guerre. Parce qu'en ce qui concerne la guerre, même celui qui est plus fort a aussi des pertes. Je vous ai dit la fois passée, en ce qui concerne les États-Unis, aujourd'hui les États-Unis sont en train de réclamer à l'Ukraine de l'emboursement des dépenses occasionnées pour les avoir soutenues contre la Russie. Ok. Et si le faible ne perd pas seul, parce que le faible est désespéré. Quand il est désespéré, un faible, quand il est désespéré, il est capable de se donner la mort pour que vous mouriez, vous tous. Voilà pourquoi nous devons éviter à donner le temps aux extrémistes. Alors, c'était en 1995 que Isaac Rabin va être assassiné. Pourquoi il va être assassiné? Il va être assassiné par Yigal Amir. Yigal Amir, il est qui? Yigal Amir, c'est un extrémiste, c'est un juif. Pour ces juifs, il va dire qu'il n'a pas accepté que Isaac Rabin vive, parce qu'il ne peut pas comprendre comment on doit trahir l'Israël. Et trahir Israël par un juif où lui, il ne comprenait pas. C'est ainsi, il dit dans leur loi, dans leur doctrine, il va dire dans leur doctrine, tout celui qui trahit Israël doit mourir. Raison pour laquelle il a réclamé cet assassinat pour dire que pour lui, il est content de l'avoir fait. Donc, Yigal Amir, c'est lui qui a assassiné Yasser Arafat en 1995.
prétextant que Yasser Arafat avait trahi l'Israël. Il ne pouvait pas accepter que Yasser Arafat puisse vouloir céder la Cisjordanie, Gaza, Judée, ce sont des terres pour les Juifs. Voilà pourquoi est-ce que celui-ci a été assassiné. Alors, rappelez-vous juste après, c'était Benjamin Netanyahu en 1996 qui avait remplacé Isaac Rabin. Maintenant, comprenez qu'il y a déjà un ministre qui a été assassiné pour avoir accepté les accords d'Oslo. Il y a maintenant un Benjamin Netanyahu qui remplace, qui est sorti de la ligne extrêmement dure d'Israël, des Juifs. C'est lui-là, c'est lui aujourd'hui qui est Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui vous étonne? Ce qu'il n'a pas pu faire en 1996, quand il a remplacé Jacques Rabin, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et s'il le fait bien aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas quelqu'un, comme je vous ai dit, je suis parent, je trouve mon enfant en train de se battre avec l'autre, je vérifie que c'est mon enfant qui avait provoqué, eh bien, je vais retirer mon enfant pour dire que plus jamais ça. Et je te donne une ligne à suivre. Mais aujourd'hui, Benjamin Netanyahu, israélien, de pire souche, et l'extrême, c'est-à-dire pour lui, il a toujours regretté. Il dit qu'il a raté Yasser Arafat. Il avait vu quand Yasser Arafat est allé au niveau du synagogue, au niveau des mosquées, il avait vu dans son viseur. Il dit qu'il a toujours regretté cet acte, qu'il devrait abattre Yasser Arafat. Pour lui, Yasser Arafat devrait mourir. Vous voyez? Donc, c'est lui aujourd'hui qui est Premier ministre, c'est lui qui défend. Alors, pour répondre à la question de cet ami qui m'a posé, je suis dans les capacités de te répondre maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes créé des gens qui programment la haine contre les autres. Il y a des gens qui disent que lui ne peut pas vivre si l'autre doit exister. Nous avons créé ces gens-là. Maintenant, il faut faire en sorte de voir dans la mesure du possible comment résoudre les problèmes. Moi, je pense que la résolution de ces problèmes ne peut venir qu'au dialogue. Je ne voulais pas dire que tel a tort, tel a raison, ce n'est pas le moment. Mais c'est le moment d'abord d'appeler à ce que les gens se mettent tous autour d'une table pour parler, de voir dans la mesure du possible de comment apporter notre soutien pour que ce peuple retrouve. Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas catégoriser tout un peuple parce qu'il y a un groupe de gens qui ne veulent pas la paix. Aujourd'hui, c'est comme chez moi, en RDC, nous avons un problème. Nous avons un régime rwandais de Paul Kagame qui agresse la population du Congo. Ok, mais aujourd'hui, les gens commencent maintenant à généraliser pour dire que c'est tous les Rwandais qui sont problèmes. Or, tous les Rwandais ne sont pas problèmes. Parce que même au niveau du Rwanda, il y a des gens qui n'aiment pas Kagame. Oui, je prends l'exemple de Victoria, l'opposante rwandaise. Et celle-là n'aime pas Kagame. Vous voyez, mais aujourd'hui, s'il faudrait que je me vois être en face de la Victoria, la fille, la femme là qui est opposante à Kagame, comme elle est rwandaise, je risque de la considérer comme aussi mon ennemi, parce qu'elle est rwandaise. Donc, c'est-à-dire, nous devons éviter la généralisation, nous devons éviter stigmatisation, nous devons éviter de catégoriser les gens. Ce n'est pas tous les juifs qui sont mauvais, ce n'est pas tous les Palestiniens, soit tous les Arabes qui sont mauvais, mais du moins, dans nos sociétés, il y a toujours des gens qui réfléchissent ainsi. Alors, nous qui avons la facilité de réfléchir autrement, et c'est-à-dire, nous ne sommes pas ceux-là qui pensent que la guerre doit résoudre tout, parce que la guerre n'a jamais résolu. Même les États-Unis n'ont jamais fait une guerre qu'ils ont réussi. Ils sont allés au niveau du Vietnam. Vous voyez? Donc moi je pense que ce qui est important, il ne faut pas suivre Donald Trump. Donald Trump aujourd'hui, il est maintenant incapable. Parce que première frappe israélienne au niveau de l'Iran, c'est lui qui va dire que je ne connais pas, je ne savais pas, je ne sais pas. Mais après, il va dire qu'il était informé que l'Israël va frapper. Vous voyez? Alors, si nous estimons que l'Iran a des armes nucléaires qui devraient peut-être mettre non seulement en danger l'Israël seul, mais tout le monde entier, nous devons peut-être prendre tout le monde entier derrière cette cause pour voir dans la mesure possible comment empêcher l'Iran d'en disposer, certes, et aussi empêcher tout le monde d'une manière générale. Voilà. Tu vois, mais ça, donner l'occasion à l'Israël seulement quand on sait que l'Israël, on ne doit pas tout le temps l'exposer. Tu vois, ou soit Israël ne comprend pas que
qu'elle s'expose elle-même. Elle doit éviter. Voyez, donc ça dit, si tout ça pouvait venir de l'Organisation des Nations Unies, si tout ça pouvait venir d'une autre force, et qu'Israël pouvait financer même de loin, c'est mieux. Mais ça, prendre Israël, dire à Israël, ok, je t'autorise d'aller frapper, et Israël va frapper, maintenant ce n'est pas l'Israël. Parce que Donald Trump a changé de langage. Si vous sentez Donald Trump, il a dit au départ que je n'ai pas autorisé, mais j'étais informé. Je dis, attends. Donc, aujourd'hui, maintenant, il demande à la Russie, Poutine, de jouer l'intermédiaire. Je me pose la question, c'est Poutine qui se comporte en fou au niveau de l'Ukraine. C'est Poutine qu'on va demander d'aller faire la médiation. Je me demande pourquoi. Est-ce que vraiment Donald Trump y réfléchit? Vous ne sentez pas Donald Trump a un problème qu'il faudrait peut-être qu'on voie qu'est-ce qui se passe sur ce monsieur. Vous voyez? Donc, ou soit c'est lui qui veut déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est lui. Quand aujourd'hui j'apprends que c'est Donald Trump qui va dire à M. Poutine qu'il est ouvert pour que Poutine puisse mener la médiation entre Israël et... Je me dis que non. Nous sommes devant un fou. Franchement, vous m'excuserez, je ne l'ai pas été fou, mais je me dis que je suis devant un fou. Or, c'est Donald Trump qui a empêché et qu'ils avaient même rendez-vous le 15, c'est-à-dire c'était hier, le 15, qui devraient se retrouver avec l'Iran, concernant toujours les armes nucléaires. Ils sont dans un processus. Ils pouvaient dire à l'Israël, non, ne frappe pas encore, laissez-nous d'abord le temps de voir jusqu'à dimanche. Si nous sentons que le dimanche, ce Iran nous dérange, à ce moment-là, nous allons trouver une stratégie pour voir dans la mesure possible comment nous allons détruire l'Iran. Moi, je pense que ça aurait été mieux. Mais comme il est un vataguériste, c'est quelqu'un qui réfléchit moins. Il est comme un garçon qui tourne les films d'action. Il veut voir les gens mourir. Il trouve ça normal. Il est là, il trouve ça normal. Mais il va dire au régime iranien, il ne faut pas frapper les États-Unis. Nous ne sommes pas concernés dans votre conflit. Or, c'est lui qui devrait empêcher. Donc, il avait la facilité d'empêcher. La Bible dit, tout celui qui sait faire les biens ne le fait pas commet un péché. Donc, Donald Trump, tu as commis un péché parce que tu pouvais aussi empêcher que les gens meurent. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, même en Israël, il y a des gens qui meurent. Même une personne, un seul juif qui meurt par rapport à ces conflits, pour moi, c'est une perte. Je ne parle pas seulement du côté iranien qui ont trouvé la mort, mais je dis tout simplement même un juif seulement qui va décéder, ou soit qui vient de rendre l'âme, pour moi, c'est une perte. Donc, on pouvait bien l'éviter. Voilà pourquoi je vous dis que je suis un peu en difficulté, n'est-ce pas, de donner mon point de vue par rapport à ces conflits qui est actif. Nous aussi, nous avons notre conflit. Nous avons un pays qui agresse. Pas seulement les pays qui agressent, mais nous avons quelqu'un qu'on peut faire une pression chez nous, chez Kagame. On peut faire une pression chez Kagame. Et vous allez remarquer que la guerre va finir à du Congo. Et aujourd'hui, faire comprendre aux Congolais, ce n'est pas tous les Rwandais qui sont nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une femme rwandaise, si tu as un monsieur, tu as un homme rwandais, eh bien, écoutez, tu es traître en du Congo. Nous devons éviter ça. Il ne faudrait pas généraliser. C'est un régime. Donc moi je pense que c'est à Benjamin Netanyahu qu'on doit parler, qu'on doit dire stop. Oui, Israël doit se défendre, Israël doit faire des causes pour défendre le monde, mais nous évitons que l'Israël soit en devant de la scène pour ne pas permettre qu'aux autres extrémistes de l'autre partie croient qu'Israël c'est elle qui prend, n'est-ce pas, les relais. Or, ne pas avoir là cette démarche de la prolifération, d'éviter comment la prolifération des armes nucléaires, c'est la volonté de tous, ce n'est pas seulement d'Israël. Et la crainte, elle est généralisée. Ce n'est pas seulement l'Israël qui doit être en difficulté, pour tous. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui c'est l'Israël qui se croit être en difficulté, je voudrais rassurer l'Israël que nous tous nous sommes préoccupés par rapport à ces cas d'Iran, en ce qui concerne l'uranium enrichi, voire dans la mesure du possible, comme l'Iran a accepté d'être dans ces processus. Je pense qu'il faut faire une pression dans ces processus pour trouver une solution dans ces processus au lieu de le faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas donner l'occasion aux autres d'aller donner raison à l'Iran pour dire que voilà comment se comporte Israël. Vous voyez? Voilà ce que je voudrais, c'est pas répondre à ce monsieur. Je n'ai pas une position à dire, je n'ai pas de condamnation, ce n'est pas le moment de condamner, mais des moments d'abord d'appeler à ce qu'il y ait des escalades, permettre à ce qu'on se mette maintenant tous autour d'une table pour voir dans la mesure possible comment il faut apporter des solutions. Donc,
Me poser la question, que je prenne une position quant à ces problèmes, je ne saurais pas, mais du moins je peux tout simplement dire pour moi, les dialogues ne tuent pas, mais la guerre tue. Merci beaucoup.